Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'opération de comptage physique du personnel de l'État lancée depuis bientôt un an, non sans avoir rendu sa copie, commence à faire des révélations fracassantes. Tenez, cette opération a permis d'étudier la situation de 310 000 personnels de l'État. Seuls 280 000 ont été recensés. Des soldes indûment perçus ont été suspendus. Ainsi rendu à ce stade, cette opération a permis à l'État de faire des économies de l'ordre de plus 3 milliards de francs CFA par mois sur la masse salariale. Avant Louis-Paul Motazé, c'est Polycarpe Ababa qui s'était essayé à l'exercice, faisant ainsi passer la masse salariale de 38 milliards de francs CFA à 28 milliards. Ainsi, en 20 ans, c'est-à-dire de 1987 à 2006, la mafia a réussi à croquer près de 1920 milliards de francs CFA. Salaire fictif, comment arrêter le phénomène? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Salaire fictif, comment arrêter le phénomène? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec André-Marie Dibamou. André-Marie, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, André-Marie Dibamou, c'est plusieurs casquettes, journaliste, écrivain, oui. Internationaliste. Journaliste. Qu'est-ce qu'on entend par internationaliste? Bon, bien sûr, c'est le fait de se pencher sur les questions internationales. Et surtout ceux qui travaillent avec le système des Nations Unies, avec les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales. Ça a une vocation professionnelle et également académique, c'est-à-dire vous avez des chercheurs en relations internationales qui se spécialisent dans ce domaine-là. Bon, journaliste, bien sûr, c'est plus voilà, je crois la formation, compris, non, bien sûr, la formation qu'autre chose, voilà. Oui, journaliste, aussi. Oui, bien sûr, journaliste, c'est la formation, parce que je suis de la 41e promotion de journalisme holistique, oui. Mais également écrivain, 4 ouvrages déjà sur les politiques publiques. 4 ouvrages, bien sûr, les politiques publiques américaines, qui sont ma spécialité à l'Institut des relations internationales, où on compare les systèmes de gouvernance, surtout les politiques publiques internationales. C'est très important, parce que le sujet d'aujourd'hui parle des politiques publiques, oui. La politique économique, l'assainissement des fichiers soldes de l'État. Il s'agit des politiques publiques qu'il faut mettre sur pied, et évaluer celles qui ont été mises sur pied à l'aune de ce qui se fait à l'international, des contrôles, des normes, etc. Donc je suis très heureux de faire partie de votre panel. Voilà, merci André-Marie, bienvenue. Voilà. Merci. En face de vous, un autre qui n'est pas de cette ville, lui c'est Jules Tchateau. Et non Bill Tchateau, Jules, non, bienvenue. Merci, merci Alain, merci Serge. Oui, voilà, Jules Tchateau, vous êtes en Belgique, vous êtes basé en Belgique et vous êtes le président fondateur de l'association des enfants Monique, les Fous de Cœur. C'est exact. C'est quoi? En fait, l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, c'est une réponse citoyenne, problème citoyen. Oui. Bon, c'est une association qu'on a mis sur pied suite au drame de Monique Kouma-Tekel-Albin. En 2016. En 2016, oui. Et le but de cette association, c'est d'apporter une réponse citoyenne aux problèmes citoyens. Parce qu'on se rend compte que la mortalité maternelle est très croissante dans notre pays. Chaque année, le nombre de décès maternels ne fait qu'accroître. Ça veut dire que les mesures que les autorités prennent sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes, inefficaces ou très incomplètes. Bon, voilà, on se dit, on ne va pas tout laisser entre les mains de ceux qui nous dirigent, puisque c'est la société civile, la basse classe qui paye des frais. On va mettre sur place une solidarité pour immortaliser la mémoire de celle-là et combattre la mortalité maternelle. Voilà, d'où le plan Monique, c'est ça? D'où le plan Monique. Le plan Monique, c'est un protocole d'accompagnement et de prise en charge de toute femme enceinte en difficulté financière. Et justement, ce plan Monique-là, c'est quoi? C'est une réponse citoyenne aux problèmes citoyens.
Okay. On dit, bon voilà, il n'y a personne pour s'occuper de nous. Alors il faut qu'on s'organise. Vulnérables. Les femmes enceintes vulnérables. Indigentes surtout. Justement, puisque nous on fait une enquête sociale avant de faire bénéficier aux femmes le plan Monique. Et surtout aussi, le plan Monique, c'est le but aussi, c'est d'immortaliser la mémoire de celle qui est morte. Parce que chez nous, on ne célèbre rien. Normalement, dans une société, qu'est-ce qu'on fait? On peut partir d'un drame, d'une tragédie, et se projeter vers l'avenir. Okay. Les échecs sont des acquis positifs dont on peut se servir pour s'améliorer. Pour avancer. Et c'est ce que nous on essaie de faire. Voilà, bienvenue Jules Tchato sur le plateau. Qui est habitué, lui c'est Begeli Abek. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Alain Autou, bonsoir à mes compagnonnistes et je dirais aussi bonsoir aux téléviewers de Equinox Soir, surtout à mon frère et frangin Jacquard Transitaire, qui aime bien cette émission. Voilà. Voilà, je vais commencer avec vous, André Marie Dibamou. Vous avez suivi les chiffres. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est là. J'ai pris la période 1987-2006, près de 1920 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Comment on en arrive à faire perdurer un système comme celui-là? Pourquoi on n'a pas coupé les choses? Attends. Effectivement, c'est parce que... Tout le monde sait que ça existe. Hein? Tout le monde sait que ça existe et ça n'existe pas qu'ici, au Cameroun. C'est un phénomène presque mondial à la réalité. Avant de sortir, restons d'abord à la maison. Très bien. À la maison, il y a eu effectivement ces chiffres, c'est-à-dire plus de 1900 milliards, 2000 milliards. Et nous avons également ce recomptage physique qui aboutit à plus de 50 000 personnes qui ne sont pas présentées à la fonction publique. 50 000 personnes, ça représente quoi à la fin d'un mois, à la fin d'une année? C'est énorme. C'est 3 milliards par an. 3 milliards par an. C'est énorme comme saigné. Et vous posez la question de savoir pourquoi on n'a pas pu arrêter. 3 milliards par mois. C'est le physique. 3 milliards par mois. Au bout de l'année, nous sommes à après plus de 35 milliards, 30 milliards et poussière. Alors la question pourquoi on ne stoppe pas la saignée, c'est parce que c'est un phénomène qui est bien plus large que le simple recomptage physique. Et dont la c'est-à-dire qu'il faut comprendre un phénomène dans ses tentacules. Parce que là, vous parlez d'un phénomène dont on viendra dans les causes. Les causes, c'est quoi? Les causes peuvent être d'ordre professionnel, corporatiste, notamment. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui sont dans le secteur de l'enseignement, qui par exemple sont affectés aux affaires étrangères. Lorsque ça arrive, vous voyez, on ne contrôle plus le profil de carrière et la trajectoire. Le flou s'installe littéralement. Et des phénomènes comme cela, on en a légion. Vous avez des fonctionnaires qui décèdent par exemple. Et lorsque l'État n'a pas encore pris en compte le fait que cette personne décède, il faudra attendre 30 ans, 20 ans, c'est-à-dire au moment de son départ à la retraite pour constater que physiquement cette personne n'existe pas. Donc ce phénomène peut durer 20 ans. Et je pense que ce n'est qu'à partir de ce temps-là, c'est-à-dire 20, 30 ans, qu'on peut mettre à nu un système. Je vous prends le cas par exemple, permettez-moi de sortir de temps en temps de Bernard Madoff, avec le système qu'il a conçu, il a mis sur pied. Bernard Madoff aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez un système qui ne pouvait que durer, on ne peut pas détecter ce système en 5 ans, on ne peut pas le faire en 10 ans. Même le recomptage physique, aujourd'hui nous avons des chiffres, mais tenez-vous tranquille, dans 10 ans, c'est-à-dire lorsqu'il faudra remplacer ces personnes qui physiquement, par exemple, sont venues prendre service ici et qui sont parfois rentrées là où elles étaient, ou d'autres personnes qui ont utilisé, qui ont échappé à ce contrôle, parce que le contrôle manuel, il est là, il a ses imperfections. Donc vous dites qu'il y a des gens qui sont venus pour le comptage physique. Ça existe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre lui-même des Finances qui l'a dit dans plusieurs communiqués. Et nous avons des cas, si ce sont des révélations, des personnes qui sont poursuivies en ce moment en justice. C'est-à-dire qu'elles arrivent, et puis on sait très bien qu'elle vient de Paris, elle vient de prendre un vol, parce qu'on contrôle à l'aéroport, elle est arrivée à telle date, et puis elle a parfois même la nationalité française déjà, ou américaine, mais elle continue de percevoir son salaire d'agent public de l'État. Voilà. Jules, sur cette situation, il y a des cas, hein, sûrement, beaucoup sont partis de la Belgique pour venir se faire censer physiquement. Écoutez, le truc c'est que quel sera le résultat après? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un problème, ça dure. Et ça c'est le problème dans notre société, c'est qu'on tombe tout le temps au même endroit. Vous voyez, moi j'ai écouté déjà parler de ce truc là, les salaires fictifs, on en parle depuis des années. Des collèges, des établissements fictifs, on en parle depuis des années. Le problème c'est la conséquence de ça sur la population. Parce qu'il faut savoir que tout cet argent là qui disparaît, qu'est-ce que ça fait? Ça prive les... Qu'est-ce que ça aurait dû faire? Ça aurait dû servir. Les conséquences. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ne pourront pas avoir l'école. On enlève aux enfants la possibilité d'aller à l'école.
on leur enlève leur dignité. Et qu'est-ce que ces enfants-là deviennent? Ils deviennent des voyous, des bandits qu'on voit dans la rue et qu'on brûle pour un portefeuille. Pourtant, l'argent qui devait servir à l'éducation de ces enfants-là a été parti comme ça en fumée dans les poches de quelques personnes. Ces enfants sont des victimes dans notre société. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas avoir accès à l'eau potable. Ils sont dans la rue en train de se bavaner parce que quoi? L'argent, on n'est pas pauvre, on a bien de l'argent. Mais où va cet argent? Quand on dénonce ça, les gens pensent que dénoncer peut-être c'est ne pas aimer le gouvernement ou ne pas aimer l'État. Mais dénoncer, c'est comment faire pour changer, comment faire pour se projeter. On connaît ces faits-là depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? On va en parler aujourd'hui, ça va encore changer quoi plus tard? Dans 20 ans, vous êtes pessimiste? Ben non, il faut voir. Vous croyez que ça ne peut pas changer? Il faut se projeter. Il faut se projeter. Le problème, c'est que. Est-ce que ça, parce que ça n'a pas marché avant, qu'on est condamné à ce que ça ne marche pas? Mais le problème, c'est les statistiques que vous avez données, ça date de 20 ans. Oui. Il y a 20 ans. Oui. Moi, j'ai écouté parler de ça. Recensement de... Voilà. Moi, j'ai écouté parler de ça déjà. Les collèges fictifs, les salaires fictifs, on en parle depuis 20 ans. Mais est-ce que depuis 20 ans, vous avez déjà entendu dans un journal que quelqu'un a été arrêté, jugé et condamné pour ces faits-là? Mais pour cette opération, si... Il y a le président de Unifor de Bafan, qui était un haut fonctionnaire du ministère des Finances, ainsi ils sont en procès en ce moment. C'est vrai qu'ils sont présumés innocents. Mais je veux dire qu'un fait comme ça, on doit avoir au moins 50 procès en même temps, parce qu'on parle des milliards. On doit avoir normalement en procès en cours une cinquantaine de personnes, ou une centaine, ou 500 personnes. Non, ça ne peut pas être 500. Vous savez pourquoi? Parce que le phénomène des salaires fictifs, ça profite uniquement aux puissants. Vous voyez, le fonctionnaire... Oui, on va voir la chaîne tout à l'heure. Je veux d'abord recueillir l'avis de Begeni sur ce système. Et il y a une révélation, hein, ce recensement, c'est-à-dire physique, n'a pas pris en compte les policiers, les militaires et le personnel de la justice. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et beaucoup d'argent même à récupérer. Oui, Serge Alain Otto, on ne devait pas être surpris. Oui. Parce que... On ne devait pas être surpris. On ne devait pas être surpris. Pourquoi? Notre pays, nous sommes maudits. Oui, il est dit que nous sommes un État de droit. Oui. Comment exerce-t-on ces droits? Comment protège-t-on les biens de l'État qui est composé des citoyens du pays? S'il y a des zones privilégiées et protégées, pourquoi les militaires et les policiers ne se soumettraient-ils pas à l'inventaire physique du personnel? Non, c'est pas qu'ils ont refusé l'opération. Si... Pourquoi ils ont été mis en dehors? Voilà, peut-être dire ainsi. Ce n'est pas normal, parce que il est un principe qui caractérise l'État de droit, c'est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous sont sujets à observer la loi et la loi s'applique à eux. On ne devait pas faire le recensement pour les civils et ne pas faire pour ceux qui composent la force publique. Ce n'est pas normal. C'est personnel, la justice. C'est une faiblesse. Moi, je m'interroge sur la rigueur qui est venue avec le renouveau, rigueur et moralisation. Cela se passait dans les temps anciens, mais cela n'était pas aussi visible, aussi ostentatoire. Il y a des moyens pour réduire. Il faut partir de l'hypercentralisation. Ce n'est pas parce que le système de contrôle est long, plus il est long, plus il est touffu, plus les responsabilités se diluent et on ne voit pas clair. En ce moment, il faut faire la décentralisation. Pousser, j'entends, dans le système centralisateur des comptes, il y a la partie auxiliaire. C'est celui qui emploie, qui sait que X, Y sont effectivement à mon service. Celui qui devait déclencher l'ordre de paiement pour être sûr. Et par voie des conséquences. C'est à son niveau. Puisqu'ils sont parfois complices, il y a des complicités. Je sais, mais il faut donc
c'est comme ça parce que tout est centralisé. On devrait frapper à chaque niveau où l'employeur qui a 100 employés, ce n'est pas facile à faire dans une entreprise. Vous me direz, il n'y a pas autant de personnel, c'est pourquoi il y a plus de rigueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on décentralise, si l'employeur qui connaît l'effectif à sa disposition, qui a effectivement travaillé à partir de feuilles de présence, émet les bons de paiement, oui, cela sera facile à maîtriser. On sait que dans son budget, il coûte, la masse salariale ne dépasse pas tel montant. Pour les éléments du salaire comme les avantages, c'est maîtrisable. Mais comme il y a des complicités de la première marche de l'escalier sur l'ensemble de la chaîne, donc ils se disent c'est le bien de toute la société, nous pouvons nous en servir, nous les minoritaires. Mais je me demande où est donc l'état de droit que les autres nous chantent à longueur de journée. Quand vous voulez dire non à une situation qui ne va pas, on vous demande, vous parlez au nom de quel peuple? C'est la question que nous devions nous poser. Ok, André-Marie, certains pensent qu'une chose est de lancer ces différentes opérations, mais l'essentiel c'est de rendre public la liste des fonctionnaires fictifs, les matricules, les montants, tout ça, la période. Absolument. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Absolument. C'est très difficile. C'est un travail, j'espère que, je souhaite de tous mes voeux que cette opération aille à terme, que les conclusions soient tirées, que oui, le ministre qui a du Vous avez des doutes que ça n'aille pas jusqu'au bout? Au regard de ce que vous dites, parce que c'est une opération, c'est un projet, c'est-à-dire qu'on doit l'évaluer à la fin. Oui. Et il y a forcément des conclusions. Pourquoi, selon vous, ça coince? Parce que tout le personnel a été recensé, non? Très bien. Parce que vous savez très bien, on l'a dit ici, qu'il s'agit de... C'est pas possible de tricher dans une entreprise privée, parce que le personnel se maîtrise. Et qui maîtrise son personnel? C'est les ressources humaines. Et qui est directement dans la hiérarchie de l'organigramme d'une société ou d'un département ministériel. Vous avez le ministre, le cabinet du ministre, ensuite vous avez les conseillers techniques, je crois le secrétaire général, après les conseillers techniques, les inspecteurs généraux, d'abord les inspecteurs généraux. Et le service des ressources humaines est directement attaché à l'inspection générale du ministère. Ça veut dire que nous sommes au sommet de la pyramide. Ça veut dire que pour toucher, pour donner les noms qu'on vous dites, vous risquez d'avoir des noms que vous ne voulez pas entendre. Et vous les matriculez dans des services que vous ne pouvez pas soupçonner. Si on vous disait que c'était à la présidence de la République, c'est un exemple que je ne souhaite pas, par exemple, qui a un nombre de fonctionnaires fictifs très élevé, vous allez vous demander, mon Dieu, comment ça se fait? Donc, au fond, il faut garder cette, puisque c'est un coup d'essai, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Hein. Le ministre de la fonction publique de l'époque, Gargar Manadi, avait à un moment donné déjà tiré la sonnette d'alarme sur ces pratiques, et on a mis sur pied des mécanismes de fonctionnement. Vous savez, CIGIPES, c'est un mécanisme de paiement qui est automatique, donc c'est des machines, c'est des algorithmes qui, finalement, derrière ces machines se trouvent des hommes. Et c'est ça le véritable problème. La présence de l'homme. La présence, c'est l'homme qui programme la machine. Et c'est lui qui dit à la machine ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que la machine ne crée pas des fonctionnaires. Elle ne paye pas des salaires. Elle n'invente pas des salaires. C'est des emplois, monsieur Otou. C'est-à-dire que quand on parle de salaire fictif, on parle des emplois fictifs. C'est-à-dire d'emplois qui n'existent en réalité pas. Soit parce que les personnes n'existent plus, c'est-à-dire qu'elles sont décédées, soit parce que ces personnes ont une identité multiple, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas à la fois travailler ici et travailler là-bas, elles ont des noms. Quand vous regardez la liste des personnes, vous voyez quelqu'un qui s'appelle, je vais prendre un nom, X Charles, et X Y, vous savez maintenant c'est très difficile de donner des patronymes, sinon vous êtes taxé de tribaliste. Donc vous avez X Charles, X André, X Jean, mais c'est X en fait, son patronyme c'est X. Donc du coup, ça attire l'attention du monsieur qui compte. Et puis alors, si X Charles est en même temps infirmier à l'hôpital de Biémassi, et que X Jean est sous-préfet à Menganga, et que X Pierre
est journaliste dans une télé de la place, alors il y a un problème. On veut bien voir les 3X et maintenant on verra qui est Jean. Et ça arrive que parfois c'est la même personne qui a tous ces 3 et c'est plus facile de le faire. Et donc finalement vous ne pouvez donc pas donner ces noms comme ça parce que il faut protéger déjà le service. Il faut pas donner l'impression, et puis c'est pas le rôle de ce recensement, que la fonction publique, puisqu'elle souffre déjà de tous les maux. Elle est comme nos hôpitaux, mon frère. C'est-à-dire que il y a des médecins qui oublient des bistouris dans le ventre du malade. Il y a un tas de trucs. Donc voilà, la société finalement, c'est à l'image de ces hôpitaux qu'il faut soigner. Donc, monsieur Autou, pour me résumer, si vous allez au fond de l'affaire, si vous voulez toucher le nœud de l'affaire, ça veut dire que vous voulez toucher les puissants. Et je l'ai dit à l'entrée, malheureusement. Ça sert à quoi? Il fallait donc pas déclencher ça. Il faut le faire parce qu'entre les puissants, il y a des guerres. Vous le savez très bien, aussi bien que moi, qu'il y a des guerres. Et il y en a parmi eux qui essayent de vouloir de rendre les choses moins difficiles, ou si vous voulez, plus intelligibles. Parce que les choses sont devenues tellement compliquées. Et moi, il y a un très grand musicien, je ne sais pas s'il est philosophe, qui disait qu'on vous explique certaines choses, vous comprenez, le Cameroun notamment, c'est que on vous a très mal expliqué. Donc, très bien. Bon, je dis que en réalité, c'est de ça qu'il est question. La fraude, elle ne bénéficie pas, c'est-à-dire, elle ne bénéficie essentiellement qu'aux fonctionnaires. À la différence de la corruption ou malversation financière, qui peuvent voir l'implication à la fois des banques, à la fois des hommes d'affaires, qui n'ont pas peut-être réalisé le marché jusqu'à la fin, mais parce que la décision du financement venait de la tutelle du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage, à ce moment, on peut incriminer à la fois le ministre pour malversation, et pourtant c'est un homme d'affaires qui n'a pas livré le chantier à temps. Mais dans le cadre des fonctionnaires fictifs, c'est de cela qu'il est question, c'est-à-dire des fonctionnaires uniquement. D'où la question fondamentale de l'enrichissement illicite. Parce qu'à partir du moment où, lorsque vous atteignez un niveau dans l'administration, et parfois vous avez des personnes qui n'ont même pas encore ce niveau, nous sommes là-dedans les fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire des personnes qui ont accès à la machine qui produit les salaires, notamment les fonctionnaires du ministère des Finances, des impôts. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup de l'armée, c'est-à-dire la police, mais je vous assure que si vous avez aujourd'hui 1900 milliards, si vous intégrez ces différents corps, où il y a une loi de l'omerta, c'est-à-dire il y a une sorte de silence qui caractérise les us et les coutumes dans ces corps, la magistrature et tout le reste, vous verrez. Mais je ne le dis pas pour dire que c'est le Cameroun à l'exclusivité. Vous savez très bien que même en France, Marine Le Pen a été appelée à répondre devant les juges pour emploi fictif. Là-bas, on parle des emplois. Jacques Chirac. Le maire Tibéri. Très bien. On parle également François Fillon. Donc on parle d'emplois fictifs et non de salaire fictif. Peut-être faudrait-il qu'on revienne au prélogomène, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un emploi et qu'est-ce qu'un salaire. Un salaire, c'est une rémunération après un service rendu. Cher, je voulais ouvrir une parenthèse que parce que Jules doit oui, mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun. N'utilisons pas les fautes des uns pour justifier les nôtres. Et dire, justement, parce que ça se passe là-bas, ça peut aussi se passer au Cameroun. Lorsque nous disons le Cameroun sur le Cameroun, ça nous arrange dans certains aspects. Lorsque nous sommes exposés, nous disons, mais même en France, ça se passe. Il faut l'éviter. Moi, je permettez la rigueur et la moralisation. Oui, permettez André-Marie d'aller jusqu'au bout. Très bien. Tantôt que c'est... Bon, voilà, je vais me permettre une seule seconde de dire que nous vivons dans un monde planétaire, un village planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réalités qui sont les nôtres, nous ne pouvons copier que ce qui est bien et qui a de meilleur dans le monde. Donc aujourd'hui, les difficultés, et on parlait des algorithmes et des machines... Dans le monde, ça se passe comme au Cameroun, là. Nous ne maîtrisons même pas encore l'ampleur de la chose au Cameroun. Vous serez très surpris des résultats qui vont être faits. Et d'ailleurs, vous avez... Et vous dites, vous êtes sûr que ce sera publié? Oui, et ce sera publié parce que nous sommes en plein, le Cameroun est en plein reconstruction. Les deux CE sont terminés en 2019, c'est achevé. On a des études qui sont en train de mener pour faire des projections. On ne peut pas faire des projections sur 2030 pour l'émergence de 2035 si on ne maîtrise pas déjà les effectifs, c'est-à-dire la masse salariale, ce qui sort, le budget de fonctionnement, comment on l'établit à long terme pour atteindre cette émergence, comment on crée des emplois, parce que ce problème, ce sujet soulève une autre problématique globale et très importante, qui est celle de l'emploi. Qu'est-ce qu'un emploi quand on a fini de définir le salaire? Un emploi, c'est quoi? Donc finalement, lorsque vous prenez une secrétaire
secrétaire ou un attaché parlementaire. Est-ce que vous saviez par exemple que chaque parlementaire a un salaire qui va aux attachés parlementaires? Vous en connaissez qui en ont dans un cabinet de parlementaires? Oui, vous en connaissez quelques-uns. Ils sont 180. Mais vous en connaissez, vous qui êtes très bien informé, vous êtes mieux informé que la moyenne de tous les Camerounais. Très bien, il y a un cabinet. Ils sont rares, ceux qui ont ça. Mais c'est des emplois fictifs, ça. Vous savez que c'est des emplois fictifs? Voilà. C'est ça. Oui, Jules. Permets-moi vraiment de prendre le problème sous un autre angle. Oui. Qu'il y ait des emplois fictifs en France, c'est même tant mieux. Parce qu'on parle de la France. Mais ici, on parle des emplois fictifs dans un pays, le Cameroun, où tout ce qu'on va dire ce soir, aujourd'hui, va tourner autour de 3 thèmes. Dignité humaine, repère moral, bon cœur. Absolument. Nous parlons d'un pays où les enfants n'ont pas l'eau potable. Absolument. Nous parlons d'un pays où les enfants n'ont pas accès à l'école. Nous avons mis des enfants à l'école qui habitaient en face d'une école publique, d'une école privée. L'école publique est à 3 km ou 4 km, ne peuvent pas y aller parce qu'il faut un taxi. Et puis l'école privée, les parents ne peuvent pas payer. Et nous payons ces enfants pour qu'ils partent à l'école. Nous parlons d'un pays où les enfants n'ont pas accès à l'éducation, il faut le noter. Et on vous parle de combien combien par mois? 3 000 milliards. Non, 3 milliards. 3 milliards par mois. Je veux faire comprendre que, c'est-à-dire, c'est l'avenir de ces enfants que vous voyez dans la rue, en train de casser des voitures, en train d'adresser des gens et poignarder des gens pour un portefeuille. Ces femmes que vous voyez à l'hôpital en train de mourir par manque d'argent, par manque de soins. Ces gens que vous voyez dans les hôpitaux qu'on est en train d'essayer de réanimer avec des pompes. C'est parce qu'il y a ces évasions-là. Bon, que ça se passe en France. En France, tous les enfants vont à l'école. C'est obligatoire et c'est gratuit, jusqu'à la majorité. En Belgique, c'est combien? En Belgique où je suis, c'est obligatoire. L'école, elle est obligatoire, elle est gratuite. Quel âge? Pourquoi? À partir de 2 ans et demi. Pourquoi? Simplement parce que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Si on veut un pays stable, dans 20 ans, dans 30 ans, il faudrait qu'aujourd'hui, tous les enfants soient à l'école. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, on les aura dans 20 ans. Parce que les enfants ne vont pas à l'école. Parce que les parents n'ont pas les moyens, ça coûte cher. Et on nous dit que c'est dans ce pays-là. Parce que ces voleurs-là dans la rue, on les arrête, on fait quoi? On les brûle. Mais pourquoi on les brûle? Pourquoi on les brûle? Parce qu'on leur a enlevé le droit de pouvoir aller à l'école, de s'éduquer. Pas des sommes comme ça qui disparaissaient. Et il faut savoir que mener ce combat, en parler, vous avez parlé tout à l'heure de la médiatisation, on doit en parler. Comment on fait pour arrêter des faits comme ça dans un pays? Dans des pays qu'on arrête des gens, il y a des procès publics. Ça passe dans tous les médias. Oui, justement. Pourquoi on en parle? Pour donner la lettre aux autres. Que voilà ce qui vous attend si vous êtes victime de telle chose. Parce que ce n'est pas seulement, on peut bien prendre de l'argent pour soi, mais ce qu'on tue, c'est tout le pays, c'est toute une nation, c'est toute une génération. Vous serez adressé un jour parce qu'un enfant n'a pas eu sa chance. Et ces enfants-là, eux, ce sont des victimes. C'est pour ça que nous, on se bat aux côtés des victimes. Pour dire, on va donner à chaque enfant la chance d'aller à l'école. On va donner à chaque femme qui n'a pas les moyens la possibilité d'accoucher dignement. Parce qu'il s'agit de la dignité humaine. Et le repère moral, vous ne pouvez pas voir un pays pauvre comme le nôtre. On n'est pas pauvre, hein. Mais vous ne pouvez pas voir un pays qui vit la situation qu'on vit et prendre des milliards pendant que des enfants ne vont pas à l'école, pendant qu'ils n'ont pas l'eau à boire. Et ces enfants-là, on les prend pour des victimes. Quand on les arrête pour un procès, ils partent en prison. Il est temps qu'on tende la main aux pauvres. Il est temps qu'on tende la main à celui qui est en bas de l'échelle. Parce que pour qu'une société se relève, on tire le monde, on tire ceux qui sont en bas à un certain niveau. Et c'est comme ça qu'on retrouve la stabilité. Donc, pour revenir vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, oui, André-Marie, ne prenons pas vraiment cet exemple de la France. La France, ils peuvent même se le permettre. Parce qu'en France, vous ne mourrez pas de faim. En Belgique, ils peuvent se le permettre. Parce qu'en Belgique, un homme qui travaille ou pas, il a un revenu qui lui permet de pouvoir vivre dignement. Mais ici, il y a des gens qui travaillent. On vous parle de salaire fictif. Mais il y a des gens qui travaillent. Le salaire le plus bas ici, c'est combien? Le SMIC ici, c'est combien? C'est moins 36 000. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent tout un mois. Ils ont un revenu qui ne leur permet pas de pouvoir vivre. C'est-à-dire manger un repas tous les jours. C'est pire que de l'esclavage. Parce que même pendant l'esclavage, les maîtres ils devaient nourrir les esclaves pour qu'ils mangent dignement. Et être forts et travailler. Oui. Mais ici, chez nous, c'est pire que l'esclavage. Les temps qu'on s'interroge, qu'on dise non, tiens, stop. C'est ce qu'on appelle le repère moral. À quel moment on se lève tous et on s'indigne. Et on dit il faut mettre fin à telle chose. Parce que ça ne tue pas seulement une génération, ça tue des générations. C'est de l'avenir de notre pays qu'il s'agit. Ok. Les gars, vous êtes pour que les résultats soient rendus publics?
non seulement rendu public, mais que cela soit accompagné d'un dispositif plus efficace, sinon d'annuler, de réduire à la plus simple expression. Je veux dire, ces agents qui travaillent dans les ministères, parfois jusqu'au directeur. Un magistrat nous a dit à peu près le plafond de salaire, mais il voit tous les décaissements que le ministre fait, qui n'ont rien à voir avec la production du travail. Alors ils imaginent ce type de réseau avec le directeur qui est chargé de contrôler telle chose, jusqu'au Sénat-dit. Et il se passe, il n'y a pas que ces salaires fictifs, il y a même des doublons. Il y en a qui ont 3-4 salaires. Oui, c'est ce que je disais. Etc. Donc, il y a ça. Il y a à publier, comme il a dit, pour sonner le torson, que par peur et par honte d'avoir honte en étant affiché partout comme détourneur de fonds publics, on a peur de commettre les mêmes actes. Et surtout, que notre État comprenne que il n'y a pas que les voleurs qui doivent avoir une dignité. Et quand on veut présenter, on dit non, même s'il a commis telle faute, il a une dignité qu'il faut préserver. Mais quand vous voulez marcher pour décrier une situation, on vous met les menottes, on vous déshabille, on tire sur vous. Parce que vous marchez, vous voulez marcher. Pourtant, il y a des gens qui pillent la richesse de la nation. Je voulais dire que cette richesse, c'est les impôts pour la plupart du secteur privé que l'État collecte pour réaliser les politiques publiques. Et lorsqu'on puise comme ça, on voit la route de l'hôpital général où on peut transporter un malade dans l'ambulance. Allez voir, moi je suis là-bas tous les jours. Général, allez voir, comment dire, je leur ai dit, mais prenez le pain du RDPC là, excuse-moi, et étalez sur les nids de poules là, pour circuler dessus. Vous pensez qu'il est normal qu'un parti politique qui recherche le bien-être des citoyens pour que la cité se porte bien fait venir des camions de publicité pour la promotion d'un candidat? C'est ça qui fait la force du parti. C'est la mise en œuvre des politiques publiques qui fait que tel candidat soit réélu. À défaut de cela, on gagne les élections par force. Ce n'est pas normal. Ok. Vous disiez, André-Marie Dibamou, que si on rend la chose publique, on va faire des découvertes terribles. Non seulement le réseau, oui, mafia sera... Absolument, il sera démantelé, mais ce sera très violent. Davantage parce qu'il s'agit des documents secrets défense. Hein, je pense, de mon point de vue, par exemple, les masses salariales réelles, les chiffres, les matricules, c'est des documents secrets, je pense. Donc, ce serait pas évident pour, un média de les publier. Oui, si vous êtes reconnu coupable. La fortune publique, est-ce qu'on devrait encore vous... On devrait vous ménager, je sais pas. Mais je veux dire, mon frère copanéliste a dit tout à l'heure que il fallait non seulement présenter les individus, il a mené le débat dans un domaine beaucoup plus moral. Vous comprenez? Moi, je comprends toute la difficulté qu'il ressent à vivre. Il est dans le social et l'humanitaire. Il s'agit des questions. C'est ça qui réglemente. La société, nous devons davantage aller vers la moralisation. Parce que dans une société, quand même, j'ai parlé du repère moral. Absolument. Il faut qu'on ait tous une chose pour laquelle on s'indigne tous. Comme monsieur a dit tout à l'heure. Il faut s'indigner. Sur quoi est-ce qu'on s'indigne tous ensemble? Nous sommes en perte de repère moral dans notre société. Moi, je ne vais pas entrer dans ce qu'il a dit tout à l'heure politique. Que vous soyez du SDF, que vous soyez du RDPC, que vous soyez du MRC, quel qu'en soit votre parti politique, il y a des choses pour lesquelles on devrait tous s'indigner ensemble. Quelle qu'en soit la appartenance ethnique et politique. Et quand on est en perte de repère moral, comme c'est le cas dans notre société, c'est pour ça qu'on ne condamne pas tous la même chose. Je vous ai dit simplement ici que
dans les sociétés développées, comment on fait pour mettre fin à quelque chose? Ce sont des procès publics et médiatisés. On arrête un violeur d'un enfant, qu'est-ce qui se passe? On le juge devant la barre et ça passe dans toutes les télévisions, tout le monde comprend la peine. C'est pour dire aux autres violeurs, voilà ce qui vous attend. Mais il y a aussi les multirécidivistes. Hein. Oui, mais au moins, il y a même des c'est surtout dans vos sociétés, là, on les voit tous les jours. Mais moi, je les multirécidivistes. Absolument, vous avez parfaitement raison, M. Otou. Mais je ne voudrais pas qu'on analyse cette situation, cette question sous le prisme humanitaire, avec beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il faut déjà comprendre le phénomène très froidement et très loin de l'humanisme et du cœur. Donc, utiliser la raison. Et lorsqu'on utilise la raison, on se rend compte que les effectifs, c'est-à-dire les sommes que vous venez d'évoquer, les responsables et les coupables bénéficient parfois d'immunité. Ils bénéficient des mandats électifs. Il sera donc très difficile de médiatiser, de faire votre procès médiatique, et que si le procès avait lieu même, quand il aura lieu, il s'agirait de démanteler tout un système, c'est-à-dire de faire impliquer, à raison ou à tort, une chaîne de personnes qui peuvent, à un moment donné, on parle beaucoup de déstabilisation, mais on peut le faire. Et pour revenir au cas de la France, vous avez demandé de ne pas faire une comparaison. Oui, malheureusement, on doit en faire. Vous savez pourquoi? Mais permettez-moi un peu une seconde. Vous savez pourquoi? Vous connaissez l'adage, on ne fait pas de moulette sans casser les œufs. Parce que vous avez dit, c'est la dimension émotionnelle. Ce n'est pas une dimension émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage, indignez-vous. Il y a des choses pour lesquelles on doit s'indigner. Et quand on le dit avec gravité, vous pensez que c'est parce qu'on est émotif? Non. Bien sûr, on le dit avec gravité parce qu'on voit notre société au quotidien. Vous sortez d'un aéroport, vous voyez des enfants de 12 ans qui vous courent après à côté de la voiture parce qu'ils veulent 500 francs, 1000 francs. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a de la gravité, et parce qu'on est sensible à ça. Bon, c'est pas seulement une dimension émotionnelle. Si j'étais cynique, je vous aurais dit que c'est pas qu'au Cameroun qu'il y a cela, et que je vous dirais que même à New York, on trouve. Mais je ne vous le dirais pas parce que ce serait banaliser la situation qui est suffisamment grave. Donc, ce que je veux par contre dire, quand je prenais le cas de la France, c'est que parfois, ces personnes comme vous qui ont vécu en Europe, qui travaillent, qui ont parfois même la nationalité belge, c'est elles qui sont des fonctionnaires fictifs dans leur propre pays. Vous dites qu'on va à New York, mais attendez, elles ont été professeurs de lycée. Permettez-moi, parce que là, vous savez quoi, vous avez dit à New York, mais ça m'embête un peu parce que quoi, à New York où vous dites, j'étais à Houston, je me suis arrêté, monsieur, je regardais les enfants partir à l'école. Vous saviez quoi? Les bus viennent chercher les enfants devant leur maison pour aller à l'école. L'école, elle est gratuite pour tous les enfants. Et vous savez quoi? Je vous dis, allez loin, parce que vous avez parlé de New York. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont des enfants qui notent les professeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes un professeur. Vous avez 50 élèves, vous présentez 50 élèves au bac. Si 5 élèves réussissent, c'est que le problème, c'est le professeur. Il part dans ce sens-là. Ça peut être pour le professeur le problème. Donc, quand il y a un échec, on cherche la cause de l'échec. Ça peut être le professeur. Ici, on s'en fout. S'il y a 1000 échecs, ils ont échoué. Vous ne prenez pas des exemples comme ça. Parce que nous, on sait comment. Moi, j'ai la chance. On ne note plus les élèves ensemble. Vous savez, ça dit qu'on ne met plus la note sur 20. On dit simplement. Mais vous n'avez pas le meilleur. C'est pour ça que vous dites que là-bas, ça se passe très bien. C'est-à-dire que ces personnes qui ont été à New York, qui ont vécu ces situations, continuent, malgré le luxe qu'ils ont d'avoir les allocations familiales, de bénéficier de secours populaires, des restos du cœur et tout, à toucher chaque fin du mois des salaires d'un pays pauvre comme le nôtre. Donc la moralisation, vous pouvez très bien la commencer de l'autre côté, c'est-à-dire à dire à nos compatriotes qui ont une autre nationalité que celle camerounaise, qui ont des titres de séjour à l'étranger, qu'ils arrêtent à continuer à émarger s'ils nous aiment, parce qu'ils peuvent le dire et venir à la télévision ou sur les médias dire on ne veut pas cela, mais quand on regarde dans ce fichier, c'est eux qui constituent sinon une majorité, mais une importante. Je suis de la diaspora et vous voyez ce que je fais. Ça dit que le voleur peut être partout. Ce que je veux dire, il peut être partout. Mais je chute dans mon analyse, même si je suis interrompu. J'espère que je garde la ligne. C'est pas grave. Mais au fond, ce que je veux dire, monsieur Otou, c'est que c'est un phénomène qui est suffisamment important. Et on doit le traiter avec les instruments économiques, avec une analyse économique pertinente. On va ajouter de l'émotion, du sensationnel, qui est importante dans la compréhension ou la gestion des conséquences et dans la recherche des solutions. Mais dans la compréhension du phénomène actuel, on ne peut pas comprendre le phénomène avec d'autres instruments, les instruments qui sont les vôtres, qui sont celles de la solution. Je suis d'accord avec vous qu'il faut moraliser, je suis d'accord avec mon cher copanéliste qu'il faut s'indigner, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans la marche qu'on doit pouvoir être réprimandé.
on doit réprimander au même titre ceux qui le font. Mais qui le fait? J'insiste là-dessus. C'est pas moi de mener ces enquêtes. Peut-être je peux le faire dans le cadre des recherches académiques. Mais la presse doit être à l'origine. Pas seulement les chefs d'établissement publics ou parapublics, mais la presse également doit être à l'origine des scandales. Quand vous voyez le Watergate, mais c'est le travail de la presse, c'est-à-dire que c'est la presse qui va fouiller, c'est les médias qui constituent le quatrième pouvoir, qui est le pouvoir d'opinion, parce que vous émettez des opinions qui sont très importantes. La presse va aller faire des investigations pour savoir qui a quoi, même par les sources. Vous dites qu'on ne va pas publier les résultats, mais un journaliste... J'avais envie de dire sérieux, devrait les avoir déjà à l'heure qu'il est. Et savoir que dans telle administration, voici l'administration la plus, c'est pas corrompue qu'il existe. Oui. À un moment donné, c'était le corps de la police. Oui. Mais comment vous comprenez que le recensement ne commence pas par la police? C'est une très belle question, et elle est plus importante que la réponse d'ailleurs. Donc vous comprenez que, j'aime bien les policiers et tout le reste, mais je dis que c'est très important d'analyser cela avec ces instruments, et quand on le fait, nous comprendrons que c'est l'homme. Je suis d'accord avec vous, ce côté humaniste de Russell qui parle de s'indigner, c'est très important. Mais on s'indigne tous les jours. Ce que nous faisons sur les plateaux, d'aucuns appellent ça le blablatage. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils n'ont rien à faire le soir, et ils se retrouvent autour de la télé, et puis c'est les amis de monsieur autour, et ils analysent l'actualité comme ils veulent. Vous me permettez d'embrouiller sur ce qu'on fait l'action citoyenne. Et pourtant, c'est de l'action citoyenne. Et nous participons à la construction d'une idéologie nationale, d'une appartenance, et même d'une conscience, celle qui appelle à l'indignation. Parce que si on n'a pas une conscience d'appartenance, si on n'a pas une certaine fierté, on n'a pas un esprit républicain, on ne peut pas s'indigner sur les questions. Auquel cas, on a une distance, une froideur, la même qui caractérise les citoyens dans la rue qui voient tuer, brûler vif d'autres compatriotes et qui, au lieu d'apporter le secours, courent chercher plutôt un matériel pour venir l'assommer, et lui, ou un portable pour filmer, ou un autre matériel pour immortaliser ce moment et par là, faire l'apologie d'une violence. Mais c'est la violence de la froideur. Je veux rebondir sur un mot très précieux et délicat. La République. Oui. Il faut maintenant arrêter ces histoires de lutte contre la corruption et tout ça. Il faut recommencer la construction des valeurs de la République. C'est les promoteurs de la République. Mais on nous enseigne les valeurs anti-républicaines qui consistent à défendre les privilèges qu'on a du système au lieu de rechercher l'intérêt général, de vouloir que, au lieu que j'ai double salaire, mettons-nous en action pour amener l'ordonnateur du budget de l'État à augmenter les salaires parce que les maigres salaires que nous avons ne nous permettent pas de boucler le mois. Ces valeurs sont la prudence. Il y a une allégorie qui dit la prudence gouverne le temps. Informé du passé, le présent agit avec prudence. De sorte que les actions futures ne le rougissent pas. Les actions futures, c'est ce qui nous ont amenés à mécomprendre, à mal comprendre certaines descentes dans la rue, certains soulèvements, et ça nous a conduit où ça nous a conduit. Il y a donc la prudence, les fonctionnaires et agents de l'État qui sont l'infrastructure de l'État doivent être tempérants. Ils doivent avoir la tempérance. L'appétit de l'enrichissement ici et maintenant détruit la République. À côté de la tempérance, il y a une valeur de justice. Il est normal que moi, si je suis allé à l'école, que je ne puise pas 10 milliards pour empêcher de distribuer les fournitures scolaires aux enfants qui vont à l'école. Vous qui avez une certaine expérience, dites-nous, ça c'est un phénomène, je crois, qui a commencé à prendre véritablement corps dans les années 80. Est-ce qu'avant les années 70, on parlait de ces choses? C'était... Pourquoi subitement c'était à un niveau où c'était pas très visible. Parce que le prédécesseur de notre président actuel, il frappait immédiatement. Il me souvient que c'est un problème. Les mêmes qui ont écrit La République, Platon, dit que l'homme, le désir de l'homme ne nous pousse pas à être vertueux. Mais c'est la peur de la sanction qui
qui le pousse à être vertueux. Quand la sanction est absente de la société, elle est positive, elle est aussi négative, la sanction. Quand on ne sanctionne pas, les portes sont ouvertes pour faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi, parce que quand cette histoire commençait, de détournement et autres, les journalistes écrivaient, vous avez fait allusion à ça, mais on commençait à arrêter pour on a porté atteinte à la vie privée, à le machin, il ne faut pas condamner sur les présomptions, alors qu'ailleurs, le procureur peut se saisir de cette information pour faire mener une enquête. Hein? Vraiment, il faut renforcer ces valeurs de la République. Voilà, il nous a rejoint enfin sur ce plateau, Fabrice Kelly, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. À des millions. Oui, à des millions, il faut dire que... Parce que nous on parle de milliards là, de fonctionnaires petits. C'est vrai, en même temps, vous êtes... On aurait bien voulu que ça de millions. C'est satellite désormais. Mais en fait, je voulais profiter de l'occasion de ma présentation pour m'excuser de ce retard. Il faut dire que nous sortons des DEA où nous étions faire un don à la prison centrale principale des DEA à nos frères détenus de ce côté-là dans le cadre des activités du mouvement 11 millions de citoyens. Ok, voilà, on parle de ces salaires fictifs. Comment arrêter le phénomène? On sait que ça, il y a eu l'opération Antilope, on ne sait pas ce que ça a donné. Il y a le ministre Abba qui est venu, il a lancé. Il y a le ministre Motazé depuis un an qui a lancé également. On parle de 3 milliards que l'État récupère à la suite de cette opération de comptage du personnel, comptage physique. 3 milliards par mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je voudrais faire une petite confidence à l'endroit de vos téléspectateurs pour dire que avant d'arriver ici tout à l'heure, il y a une dame, une camarade du mouvement, qui me confiait, les fonctionnaires, qui me confiait que effectivement la dernière opération qui a été lancée, nous la saluons d'ailleurs, par le ministre Louis-Paul Motazé à l'effet d'assainir le fichier solde de l'État et qui a révélé beaucoup d'agents fictifs et du coup permis de faire une sorte d'économie au budget de l'État. Ce qu'elle me faisait comprendre, c'est que en réalité, l'initiative est bonne, mais il va sans dire que pendant même cette élaboration cette opération d'assainissement, il y a des complicités qui font en sorte que l'opération ne puisse pas être finalement atteindre alors finalement les réelles raisons, le réel objectif. Ce qui fait que on aura découvert 10 agents fictifs et 90 autres seront restés sous le boisseau. Voilà. Mais en fait, quand on y émet un regard froid et objectif, il faut simplement se dire que ça nous ramène au problème que nous avons toujours eu à dénoncer, je voudrais dire nous, les politiques, le problème de gouvernance. Je voudrais rebondir, entre autres, sur les propos de mon prédécesseur, Denis, qui disait que l'absence de sanctions réelles entraîne un certain nombre de dérives. Certes, me dira-t-on qu'il y a des sanctions prévues pour X ou Y. Alors, si des sanctions existent et que ces sanctions ne sont pas appliquées, ça nous ramène purement et simplement à un problème de gouvernance. Et lorsqu'on l'a dit, on ne s'érige pas en va-t-en-guerre pour vouloir que le pays se mette à feu et à sang. C'est simplement une façon de tirer la sonnette d'alarme et à une moindre mesure de proposer des solutions concrètes aux Camerounais. Ce qui me permet de dire que M. Cabral Libi, qui est le coordonnateur général du mouvement 11 millions de citoyens, récemment candidat à l'élection présidentielle, est porteur d'une vision que nous défendons.
au sein du mouvement 11 millions. Et cette vision permet de mettre l'individu au centre des préoccupations de la nation. C'est qui naturellement, fait ressortir le côté, je dirais, machiavélique de ceux qui nous dirigent, dans la mesure où, lorsque vous avez en charge la gestion de la cité et que l'on se rend compte que ce que vous mettez en avant est loin d'être l'intérêt du citoyen, ça pose un problème. Okay, et en guise de solution, il faudrait qu'une opération comme celle lancée par le ministre Motazé puisse avoir, en dehors des personnels mis à contribution pour faire ce travail, puisse avoir des organes extérieurs qui peuvent contrôler l'action de ces staff-là. André-Marie Dibamou, c'est un crime contre l'État. Certains pensent que c'est un crime contre l'État. C'est un crime contre l'État, c'est un crime contre... c'est-à-dire ces salaires fictifs, là, ces détournements. C'est des pertes énormes. Malheureusement, je n'ai pas partagé l'opinion qui voudrait que parce qu'on aura des mesures coercitives suffisamment dissuasives, on va éradiquer le phénomène. On va éradiquer, sinon, auquel cas on n'aurait pas la grande criminalité dans les rues de New York ou bien de Douala, par exemple. C'est pas pour les mêmes raisons, malheureusement. C'est pas pour les mêmes raisons, mais je veux dire que voilà, c'est pas l'absence, c'est pas la présence de ces pièges-là qui empêche. Je veux dire, plus on met des obstacles, d'ailleurs vous avez parlé d'antilope, des CJPF, des CNAJ et tout le reste, plus on a l'impression que les mécanismes ça fine davantage. Il y en a qui réussissent à passer par les mailles du filet. Et vous disiez, et c'était très intéressant, que vous aurez 10 personnes qui vont être débusquées, mais il y en a... Il y a 90. Il y a 90. Mon jeune frère. Moi, j'ai une question. On en parle après. Bonsoir, Cédric Gouffélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, Cédric, dans un instant, le 20h, au menu ce soir, Cédric. Ce soir, nous parlerons de cette rencontre au sommet de l'État entre le président de la République du Cameroun et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Paul Biya et Vera Songwe ont discuté des questions relatives à la relance de la croissance économique, notamment la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale, comment développer le commerce intra-africain, également comment promouvoir l'intégration régionale économique dans un pays comme le Cameroun, où plusieurs piliers de l'économie s'effondrent. Illustration ce soir dans le département du Mungo, vous le savez, un département à l'honneur à l'occasion d'un festival. Et vous verrez dans ce journal comment ce département, jadis pionnier du développement agricole, est aujourd'hui à la croisée des chemins entre le sous-développement infrastructurel et l'insuffisance des services de base pour les populations. Le gouvernement s'explique dans le journal de 20h. Et nous parlerons également de ce jeudi saint, c'est le Triduum pascal. Et à l'occasion de la messe chrismale, l'archevêque métropolitain de Douala interpelle les chrétiens sur l'ampleur des violences sexuelles sur des mineurs au Cameroun et dans la ville de Douala. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, toute la rédaction pour vous dans un instant pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Moyen d'accompagnement à ces génies camerounais qui n'ont que besoin de s'exprimer. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Fabrice Toueli, Justin, Jules Tchato, Begani Abek et André-Marie Dibamou. Dibamou, vous avez vu ce jeune
on peut l'appeler ingénieur de conception. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est, je veux dire, on a l'habitude de regarder. Oui, c'est extraordinaire. Quand on regarde le journal, moi, quand j'étais à l'école de journalisme, on me disait quand on mettait votre télé à 20h le soir, c'est pour voir les guerres en Afrique, la misère et tout cela. Mais pour une fois, on a envie de regarder le journal. C'est un reportage qui est tout simplement magnifique. Est-ce que c'est un ingénieur? Jean-Paul Chounat, Innocent Abega. C'est un ingénieur. Il faut déjà féliciter toute l'équipe qui a fait ce reportage. C'est un travail magnifique qui a été fait. Jean-Paul Chounat, Innocent Abega. Jean-Paul Chounat, Innocent Abega, c'est un travail magnifique. Et si vous regardez le système, excusez-moi de prendre encore l'exemple ailleurs, mais il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école pour faire l'enseignement général, pour apprendre théoriquement. Mais il y a des élèves, la Suisse est par exemple leader en Europe pour l'apprentissage. À partir de la classe de 5e, l'élève peut déjà choisir son métier et aller apprendre son métier. Ce monsieur est un ingénieur, c'est un concepteur de véhicules. Il doit pouvoir travailler dans l'industrie mécanique. Alors, est-ce qu'il a besoin, avec ce niveau-là, d'aller apprendre les logarithmes népériens ou les courbes asymptotes verticales et horizontales? Je ne pense pas qu'il a besoin de connaître l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais il a tout simplement besoin de mettre son génie au service de la mécanique, au service du Made in Cameroun. Il le dit dans ce reportage. Excusez mon émotion, mais... Ah oui, on comprend l'émotion. Ça me fait plaisir de vous voir dans l'émotion parce que justement, j'ai la même réaction à regarder cet enfant-là. Il y a des millions d'enfants comme lui dans ce pays, avec du génie. Chaque enfant a un génie et un don. Absolument. Le problème est simple. Est-ce que la société dans laquelle ces enfants se trouvent alors leur donne la possibilité d'étendre leur génie? Regardez, il est maintenant de s'épanouir. Regardez, il a fui la guerre. Il a fui la guerre, hein. La société vient de lui enlever. J'ai parlé de la dignité tout à l'heure. On lui a enlevé une dignité, le droit d'aller à l'école. Merci aux journalistes qui ont fait le reportage, mais qu'en sera-t-il de cet enfant? Est-ce que 10 ans plus tard, on aura vu, on va voir une société qui l'a pris en charge, lui a donné la possibilité de poursuivre ses rêves? Nous le souhaitons. Il est à droit la mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir montrer aussi de l'émotion. Vous avez fini, André-Marie? Vous avez terminé avec votre propos? Oui, j'ai terminé. Voilà, Begini avec sur le jeune Awa Blaise, 17 ans seulement. Et j'ai une discussion, j'ai discuté pendant que l'élément passait avec un des membres de l'équipe, Innocent Abega, qui m'a dit que là ce n'est qu'une partie. Il a laissé une autre partie à Bamenda, il n'a pas pu porter lorsqu'il fuyait la guerre. Une autre partie de ses réalisations est restée à Bamenda. Je suis vraiment dans les étoiles. Le soleil qui luit au Cameroun. Ça me rappelle cette histoire que je disais en préparant. Il faut pénétrer l'histoire. Je vous assure, il est une démonstration que ceux que j'admire aujourd'hui, qui ont imaginé la République, qui est une bonne chose, le voilà qui est en train, sans passer par l'université, les grandes écoles, c'est simplement un ingénieux. On forme les ingénieurs dans les écoles. Lui, il est ingénieux. Il a un talent que Dieu lui a donné. Il lui faut seulement être en contact avec le monde. Oui. Il observe et il cherche à résoudre les difficultés que nous rencontrons. Il peut en inventer dans le domaine de l'agriculture, comme il peut inventer dans le domaine de la médecine. Il suffit qu'il soit en contact avec les gestes des médecins, les efforts qu'ils font à détecter si ça, il met sur pied, parce que cette machine qui est dans sa tête travaille. Mais pour que ça travaille, il a besoin d'un environnement où il n'y a pas de coups de fusil qui retentissent, où il n'y a pas du désordre. Il faut un minimum. C'est maintenant là qu'il faut un Kaji pour lui comme il a été pour Eto'o. Il n'y a pas que pour les footballeurs. C'est maintenant qu'un vrai investisseur doit investir sur le jeune Awa Blaise. Voilà. Le laisser aller
En Europe, on va l'abrutir sous le prétexte que ça ne doit pas venir des nègres à la maison, avec des investisseurs qui se mettent tout autour et qui l'encadrent. Ils méritent, pas comme les maisons qu'on garde là, il doit être surveillé par nos éléments de force de l'ordre. C'est une richesse, c'est une mine d'or. Voilà une véritable fer de lance. Ok. Fabrice Toueli, vous êtes d'accord qu'il faut le petit Awa Blaise Chi, faudrait l'encadrer, hein? Le surveiller même à la limite. Le protéger. L'encadrer, c'est une nécessité absolue. Le protéger. Oui. Je préfère dire le protéger. Oui, je voudrais déjà faire remarquer que les Pythagore, les Thalès, tous ces grands noms de la science, je ne sais pas s'ils ont des diplômes qui quantifiaient leur savoir, mais c'était des érudits. Peut-être que nous venons de découvrir un là. Moi, je voudrais simplement dire, pour faire remarquer également à ceux qui nous dirigent, et j'espère, ma foi, qu'ils ont suivi comme nous ce magnifique reportage de Jean-Paul Chugnat et Innocent Abega, que je félicite au passage pour cette trouvaille. Pour dire que lorsqu'on dirige un pays, on est porteur d'une vision. Et lorsqu'on est porteur d'une vision, cela s'appuie sur des canevas qui permettent de mettre en sécurité un génie comme celui que nous venons de voir. Ceci suppose que le ministère, il me semble, de la recherche scientifique devrait très rapidement prendre, pour vous prêter l'expression, prendre ce jeune homme et le protéger, le rendre utile pour son pays et lui permettre de vivre de manière épanouie. Tout au moins, je pense que là seulement, on comprendrait que pour être en accord en ce moment avec André-Marie Dibamo, pour dire que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Lorsqu'il y a un génie, vous vous souvenez, le boxeur Mike Tyson, c'est dans la rue qu'il a été détecté et présenté à Don King, qui a fait de lui un champion. Que nos autorités fassent de ce jeune homme de 17 ans un champion, et qu'il soit utile pour notre pays. Il faut retenir le nom, il ne faut pas dire jeune homme. Il s'appelle Awa Blaise Chi. C'est un nom qui doit rester ce soir. Ben oui, voilà. 17 ans seulement. Voilà. André, dites-moi, on a vu également 24 000 diplômes. Pourquoi les élèves refusent d'aller chercher leur diplôme? C'est quand même... On ne comprend pas. Pourquoi? On ne comprend pas. Alors, n'attendez pas la réponse de moi tout de suite, parce que moi non plus, je ne comprends pas. J'ai retiré le mien, rassurez-vous, déjà. Donc maintenant, pour revenir, pour être un peu plus sérieux et essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent, effectivement, il y a un problème. Pendant que l'élément passait, on parlait entre copanéliste qui a parlé de dévalorisation des diplômes, parce qu'on a surévalué. C'est une dévaluation qui naît d'une surévaluation des diplômes. On est dans, d'aucuns parlent de diplômite. Vous voyez, c'est un néologisme qui veut dire qu'aujourd'hui, quel est votre diplôme? Vous avez quel diplôme? Pour faire le métier que vous faites très bien, on vous demande généralement, est-ce que vous avez un diplôme? Et quand bien même vous avez un diplôme, on vous pose la question. N'a pas besoin de diplôme. On vous demande, c'est de quelle école? Vous voyez, il y a un conflit de diplôme, il y a même un conflit d'école. Est-ce que vous êtes formé à l'ENA de Paris, je sais pas, à l'école de Paris, de New York, etc. Donc, journalisme. Le journalisme. Même dans le métier de la presse, c'est cela. Alors, il y en a qui sortent de l'ESTIC, d'autres viennent de Sciences, sans publicité aucune, et on vous dit, bah écoutez, parce que vous sortez de telle école, alors vous êtes meilleur que celui-ci. Et dans la répercussion, donc, on a tellement évalué et on a conditionner l'accès à l'emploi, l'accès à l'élite, si vous voulez, à l'intelligence, à l'obtention du diplôme, qu'au bout d'un moment, si vous regardez ces diplômes, d'ailleurs, ceux qui existent, ça veut dire que c'est les diplômes d'avant 2012. 2012, en montant, il n'y a pas encore de diplômes. Donc, entre 1996 et 2012, voilà les diplômes qui existent. Ces personnes, où sont-elles? Est-ce que vous pensez qu'elles existent physiquement? Est-ce que
et ça répond directement à la question. Donc, il y en a parmi les diplômes des personnes qui n'existent plus, donc qui sont simplement décédées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut encore avoir un recensement des diplômes dans notre pays. Il y a des personnes donc qui ont déjà un emploi, c'est-à-dire que qui vont chercher un emploi qui nécessite un niveau CEP, mais qui vont présenter la licence, qui ont une licence. Alors du coup, à quoi lui sert sa licence en mathématiques lorsqu'il peut être vigile avec un CEP? Cette licence va continuer à orner les mêmes. Alors, c'est parce qu'il y a cela. Et j'étais choqué, je vais prendre cet exemple banal. Il y a eu un dernier concours de la police. Moi, j'ai fait une école de journalisme avec des collègues journalistes à l'époque, bien sûr. Donc, quand on sort de l'école, je le croise comme ça dans la rue, il me dit, je suis en train de faire le concours. Mais tu pas fait quoi, ce concours? Gardien de la paix. C'est quoi le gardien de la paix? C'était à quel diplôme? Avec le BEPC. Non, je crois le CEP. Ou le BEPC, un niveau comme ça. Non, c'est le CEP. C'est le CEP gardien de la paix. Oh là là. Inspecteur de police. Moi, je l'ai vu ça au BEPC. Je lui ai dit carrément, il était au BEPC. Alors, il était au CEP. Alors, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour la profession, mais davantage encore pour lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu avais besoin d'arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire licence, master, pour venir faire un concours niveau CEP? Bon, il y en a d'autres qui arrivent, il dit, bon, écoute, voilà. Il cherche le matricule. Il cherche le matricule. Bon, écoute, c'est cela. Et si vous voulez, la recherche du matricule ou la déification du matricule a fait en sorte que le diplôme est devenu, si vous voulez, ce sésame qui donne accès à la reconnaissance, même dans la société, y compris sur un plateau. Lorsque vous parlez des sujets, je suis sûr que des gens sont dans nos profils, surtout les nôtres, avec les noms en train de chercher, il a quel diplôme, il sort de quelle école, pourquoi il parle des sujets sur les diplômes, est-ce qu'il a mandat, est-ce qu'il a qualité, vous voyez, quel est l'effet inverse de ce comportement? L'effet inverse, c'est que parmi ceux qui ont ces diplômes, il y a des dizaines, je veux dire des centaines de personnes qui prennent la route de l'aventure chaque année, qui prennent le nord pour aller vers la mer. Ils ont des diplômes pourtant, et ils se retrouvent dans des camps avec des Tchadiens qui n'ont... enfin, excusez-moi, je ne vais pas donner des nationalités, avec d'autres nationalités, et surtout pas mes amis tchadiens, parce que nous sommes des voisins, il ne faut pas créer un incident sur votre chaîne de télévision. Ils se retrouvent donc avec d'autres pays de l'Afrique subsaharienne qui, eux, ont laissé partir les déchets. Vous comprenez? C'est-à-dire que des personnes, déchets entre guillemets bien évidemment, mais des personnes qui, dans la société, n'étaient pas qualifiées à occuper à faire quelque chose, une fonction administrative. Mais vous allez retrouver chez les Camerounais, de manière vraiment extraordinaire, des personnes qui ont la licence. Et j'en connais, qui se retrouvent parfois bloqués au Maroc. Si moi j'en connais, monsieur Otou, vous en connaissez des milliers, qui vous disent, j'ai besoin de 1000 dinars, parce qu'il faut payer ma rançon. Et vous vous rendez compte que c'était mon camarade de fac, et je vous dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, moi je n'ai pas la réponse, malheureusement. Okay. Ce que je peux constater avec les millions de téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, le diplôme, on a l'impression, peut-être que je ne partage pas totalement cette impression, c'est que le diplôme, en réalité, ça sert à quoi? On a envie de se demander, ça au quartier. Mon baccalauréat, je l'ai pris depuis très longtemps, mais on ne me l'a jamais demandé quelque part. Peut-être parce que je n'ai pas fait un concours avec un baccalauréat. Ma licence, je ne sais pas là où... Bon, c'est pas un exemple, hein, mais je veux dire qu'il y en a qui savent pas où se trouve la licence. On n'a jamais utilisé la licence. Vous avez les deux A, vous savez pas où ça se trouve. Parce qu'en réalité, dans la société aujourd'hui, pour ceux qui veulent bien avancer, comment est-ce que on fait pour y entrer si on n'a pas je veux dire qu'on n'a pas la clé, parce que la clé ne se retrouve pas toujours dans ce sésame qu'on a obtenu avec tellement de difficultés, mais une fois qu'on l'a, ça finit par orner, c'est pas moi, quelque part on marche tous les jours avec et puis rien. Fabrice Toli, vous comprenez pourquoi ces jeunes-là refusent de rentrer récupérer leur diplôme? Parce qu'on a suivi l'explication de l'enseignant là. Ça ne sert pas à grand-chose. Serge-Alain Outou, je voudrais simplement commencer par dire que si les diplômes dans notre pays perdent leur valeur, il faut déjà commencer par s'interroger sur le système éducatif en lui-même. Il faut dire que notre système éducatif est calqué sur le modèle français. Et quand on sait que le modèle français privilégie, comme il disait entre guillemets, le diplôme et non pas la compétence, comme ça se fait au niveau du côté anglo-saxon. Qu'est-ce que vous savez faire? On vous recrute en fonction de ça. Ça pose un réel problème. Ça me permet de dire que
nous avons écumé vos plateaux de télé lors de la campagne présidentielle dernière pour partager avec les Camerounais, essayer de leur vendre un projet concernant l'éducation. Et je voudrais dire que le candidat que je soutenais, Cabral Libye, proposait un système éducatif de mission qui permette que lorsqu'un enfant va à l'école, qu'il sache pourquoi il va à l'école. Qu'il sache qu'il va à l'école pas pour obtenir un diplôme, mais pour apprendre un métier. Et si vous parcourez notre projet de société concernant l'éducation, vous allez vous rendre compte que nous proposons que les lycées qui en journée servent, principalement les lycées d'enseignement général, qui servent d'enseignement général justement, que soit en cours du soir transformés en des sortes de centres de formation. Parce qu'il y a plein de jeunes qui aujourd'hui se retrouvent à faire des formations les mêmes qui font l'enseignement général non, pour les milliers d'autres Camerounais qui n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir aller à l'école en journée, se retrouvent obligés de faire des petits métiers en journée pour survivre. Que ceux-là puissent pouvoir avoir la possibilité de se former le soir, afin qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ils puissent accéder à des métiers nobles, pour s'insérer avec des diplômes à la clé. Encore des diplômes. Avec des diplômes qui évaluent ou alors qui quantifient leur degré de connaissance du métier qu'ils auraient appris. Voilà à peu près ce que nous pensons. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que les Camerounais n'auront plus besoin qu'on leur demande de venir chercher leur diplôme, comme nous avons vu carrément le délégué régional. Ils iront les chercher parce qu'il y aura l'emploi à la clé. Ok, merci. Rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, en plus de ces raisons, il y a surtout la production tardive de diplômes. Oui. C'est justement ce que je voulais dire. Parce que si on est à 2012, qui sont disponibles, de 2012 à 2019, voilà 7 ans. L'élève, l'étudiant a déjà eu 2 ou 3 autres diplômes en dessus et il s'est inséré et il ne s'en presse plus puisque entre-temps, pour commencer même à travailler, s'il le faut, il y a les relevés de notes qui représentent, qui permettent de passer. Bon, vous êtes parti 10 fois, et ce n'est pas là, bon, c'est embêtant. On se décourage. Et ils ont parfois dépassé l'âge des concours. Mais il y a une seule chose qui m'a étonné, qui m'a beaucoup indigné, c'est que est-ce qu'on a besoin de stocker des diplômes des enfants comme ça? Je connais au niveau de l'Europe beaucoup d'enfants qui ont raté le parcours scolaire parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur diplôme à temps. Le diplôme, c'est un acquis. Qu'est-ce qui empêche un enfant qui a un diplôme de l'avoir en 5 jours s'il en a besoin? Si on stocke ça comme ça, c'est parce que ça ne va pas. Pour l'avoir, il faut attendre 3 ans, 4 ans. Ce qu'il a dit, pour avoir un diplôme, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On devrait tout faire pour que quelqu'un qui a un diplôme qu'il a mérité puisse en 2 jours. Même en 2 jours, c'est pas normal parce que dans les pays non développés, c'est votre diplôme, vous avez droit à ça. Il suffit de 2 minutes, vous entrez dans un bureau, on vous le donne parce que c'est répertorié quelque part. C'est facile à mettre sur pied, il ne faut pas de l'argent pour ça. Donc. Ok. Voilà. Nous sommes. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci à vous, André-Marie. Merci, monsieur Otou, pour cette invitation. Merci à tous les téléspectateurs, les millions, dit-on, qui nous ont écoutés ce soir. Et j'espère qu'il y aura une autre fois parce que. Merci d'avoir effectué le déplacement. Ben, merci. Et puis la Belgique, hein. Ben, oui, nous sommes là pour un événement. Et qui nous s'est regardé là-bas. Et non, bien sûr. Comment je vous ai reconnu tout de suite. Bon, merci à vous aussi pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire d'entrer dans cette émission. Ouais. Et puis nous sommes là pour un événement en fait qui se passe le 27 avril. Nous venons commémorer la mort de Monique Oumatekel parce que c'est important de se commémorer, de commémorer. Commémorer, c'est se rappeler. Commémorer, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est essayer de tirer les leçons du passé pour se projeter dans l'avenir. Vous êtes déjà en noir là. Ok. Fabrice Toli, c'est une coïncidence. Oui, merci pour l'invitation, Serge Alain. Je réitère mes plates excuses à l'endroit des téléspectateurs pour mon retard de tout à l'heure. Et je profite pour dire merci au citoyen Biba François de la Sanaga Maritime par qui il a été possible de faire ce don à la prison centrale mais principale d'EDEA. Ok. Egeni, merci d'avoir une fois de plus accepté de venir à Equinox.
Maisonnable. Toujours aussi tranchant. Merci. Pas contre le gouvernement, comme on semble le dire, mais contre les principes anti-républicains. Ok, Je ne suis pas contre le gouvernement. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mbalmayo.